Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de la série Other Side Europe Podcast. Cette série enregistre des interviews avec des migrants, des membres de la société civile et des experts. Elle fait partie d'un projet plus large qui est mis en œuvre et qui inclut des interviews vidéo mises en place par Agora Europe de représentants académiques, d'athlètes, de citoyens, de résidents et de migrants de différentes zones frontalières. Nous diffusons cette série de podcasts sur différents médias sociaux et aussi en partenaire avec différentes organisations. Avant de poursuivre avec la présentation de nos intervenants ce soir, je tiens aussi à souligner que cette série de podcasts s'intéresse au thème de l'eau comme frontière, mais aussi aux migrations, au sauvetage en mer, à l'environnement, à la protection des océans, à la pollution. Et notre objectif est d'offrir des visions alternatives, un nouveau narratif de l'Europe d'outre-mer, de l'Europe outre-Atlantique. Et donc, sans plus attendre, je vais maintenant présenter nos intervenants ce soir, en débutant par le professeur Claude Calamé, qui est donc directeur d'études au sein de l'EHESS, mais qui aussi anime différentes structures en lien avec les migrations, et notamment le collectif de soutien de l'EHESS aux sans-papiers et aux migrants, lié à la Ligue des droits de l'homme section EHESS, ainsi que l'espace de travail migration, qui est pour sa part lié à Attaque France. Je me permets ensuite de présenter Caterina Di Fazio, qui est actuellement à Hendaye, donc à la frontière entre la France et l'Espagne, Pays Basque, sur le côté atlantique, et qui effectue son post-doctorat au sein de Studio Europa, Université de Maastricht. J'en profite aussi pour indiquer que la localisation du professeur Claude Calam est à Lausanne, en Suisse, donc au bord aussi d'une certaine frontière maritime. Voilà. Et Caterina, je te laisse la parole pour la suite des présentations et notre première question. Merci beaucoup Virginie. Oui, j'en profite pour introduire Virginie Lefebvre, qui est secrétaire de l'association Agora Europe et qui travaille d'ailleurs pour AMEL France et AMEL Association Internationale, et nous rejoint depuis Beyrouth, donc de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Et merci Claude d'avoir participé à cette série. On est très content que vous êtes là avec nous. Je vais donc vous proposer comme première question, on voudrait savoir si vous pouvez nous décrire votre engagement en lien avec les migrations et plus particulièrement les structures que vous animez, auxquelles vous contribuez, notamment les collectifs de soutien de l'EHESS aux sans-papiers et aux migrantes et les espaces de travail migration. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci d'abord pour votre invitation et merci pour l'échange que vous nous offrez. Je voulais juste expliquer sur le plan personnel les raisons finalement, ou l'origine, plutôt l'origine de mon engagement actuel pour les exilés et les exilés, qui est un engagement de l'ordre de la réflexion, mais qui est aussi un engagement pratique, disons. Et en fait, il a pour lointaine origine mon métier d'helléniste, dans la mesure où, en préparant ma thèse déjà, je me suis aperçu que mon intérêt pour les manifestations, en l'occurrence c'était les manifestations poétiques d'une culture autre, exigeait une approche d'anthropologie. En l'occurrence, évidemment, d'anthropologie historique et d'anthropologie culturelle et sociale, d'une part. Et puis, je dirais que ma carrière d'enseignant-chercheur, elle a débuté en Italie, c'est-à-dire au contact d'une culture académique différente de celle où qui avait marqué ma formation de base, et cela m'a mené d'emblée à porter un regard critique sur le système dont nous dépendons. En l'occurrence, c'était le système académique, mais il y avait aussi tout le contexte social dans les années post-68 qui m'ont fortement marqué. De là, donc, cette espèce de vis-à-vis des autres, de manière générale, ce double
regard décentré vis-à-vis de l'autre et puis décentré vis-à-vis de nous-mêmes. Et pour en revenir à votre question, à mon engagement, il est donc en fait universitaire, hein, par l'organisation de différentes rencontres dans le cadre de l'École des hautes études sociales à Paris. Il est aussi d'ordre, comment dire, d'ordre rédactionnel, disons. Euh, je fais par exemple référence à ce collectif sur les causes et les conséquences des migrations forcées sur lesquelles on va peut-être revenir, que nous avons publié récemment. Mais il est aussi pratique, pas uniquement par la participation à un certain nombre de manifestations, mais aussi la participation au travail d'associations de soutien. Et en l'occurrence, donc, comme vous l'avez dit, cet engagement, il se réalise et ce travail à la fois de réflexion et de soutien pratique par ce collectif de soutien de l'EHESS aux sans-papiers et aux migrantes et migrants. Et on verra peut-être tout à l'heure que ces deux catégories, en fait, en partie se recoupent, hein, c'est un point important. Et puis cet espace de travail, migration, de l'association altermondialiste ATTAC, j'appartiens aussi à son conseil scientifique. Ça, bon, c'est pas important. Et alors, euh, pour préciser encore comment dire, les lignes directrices de cet engagement, à travers le collectif de soutien et à travers la section EHESS de l'ALDH, dont dépose ce collectif de soutien, nous essayons de nous battre pour la reconnaissance, pour la réalisation aussi des droits individuels, mais aussi des droits sociaux des exilés et des exilés. On oublie toujours que dans les articles 22 à 25, je crois, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une série de droits sociaux qui sont inscrits, qui sont précisés. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ces droits sociaux, je vous le rappelle, concernent l'alimentation, tout d'abord, mais évidemment aussi la santé, et la santé pardon, inclut l'hygiène de base, le logement, là aussi le logement de base, et puis, très important, la formation, hein, qui renvoie par exemple à la scolarisation des enfants, et finalement, évidemment dans un article différent, le travail. Et puis, quant à attaque, il s'agit en fait, cela dit en termes très généraux naturellement, de se battre contre ce système de domination, ce système de domination d'ordre néocolonial qui a creusé les inégalités entre ce que j'appellerais ici, c'est évidemment très schématique, il faudrait introduire toute une série de précisions, mais ce que j'appellerais de manière très schématique les pays du Nord d'un côté et les pays du Sud de l'autre, et ceci par ce grand mouvement de la mondialisation, une mondialisation économique d'un côté, mondialisation financière aussi, un mouvement dirigé animé, disons, par les pays les plus riches et animé par les plus riches au profit des pays les plus riches. Et c'est, pas uniquement, mais en grande partie, les effets sur les pays les plus favorisés de la mondialisation économique que sont nées les contraintes à l'exil. Il faudrait naturellement aussi ajouter le problème des guerres, mais ces guerres, je pense évidemment à la guerre en Afghanistan, la guerre d'Irak, dans une certaine mesure aussi la guerre civile en Syrie. Ces différentes guerres ont aussi un aspect néocolonial, sinon impérialiste, en pensant au rôle
qui jouent les USA. Quoi qu'il en soit, donc, un engagement qui est un engagement humanitaire d'un côté, respect des droits, et puis un engagement naturellement aussi politique. Merci beaucoup pour cette réponse et merci Katerina d'avoir initié cette première question. Katerina, j'en profite pour souligner un point essentiel et important, c'est que tu es aussi fondatrice et présidente d'Agora Europe. Sans plus attendre, je passe à la deuxième question. On a beaucoup parlé de France et donc ce qui nous intéresserait de savoir et voilà d'élaborer un peu plus sur quelle est la situation à l'heure actuelle des personnes qui sont en exil en France et plus particulièrement à Paris, à Calais, éventuellement sur d'autres territoires aussi, selon votre expérience, votre engagement. Je crois aussi, selon les conversations préalables qu'on a eues, que vous aborderez la question des frontières, notamment dans la région parisienne. Mais je vous laisse tout de suite la parole pour élaborer sur cette situation. Volontiers. Alors, je dirais que de ce point de vue, du point de vue de la situation et des discriminations aussi dont les exilés et les exilés, quel que soit leur statut, sont l'objet en France, je distinguerais peut-être trois zones sensibles, hein. Commençons par Calais, vous avez mentionné Calais. Dans les années 90, la Croix-Rouge, enfin, c'était le gouvernement, avait créé un centre d'accueil, le centre d'accueil à Sangatte, près de Calais, un centre qui était géré par la Croix-Rouge. Et dans les années 2000, c'est en 2004 exactement, ce centre a été fermé sur ordre de Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur. Et c'est ainsi que sont nés ces campements extrêmement précaires, ces campements provisoires que les exilés, les migrants eux-mêmes, ont appelés les jungles. Des migrants qui se regroupaient à Calais et dans le Calaisis avec l'espoir de rejoindre l'Angleterre, où en général, quelle que soit leur origine, ils avaient et des amis et des membres de la famille. Et oui, je peux le préciser peut-être maintenant, pourquoi Calais en particulier? C'est parce que à Calais, il y avait la possibilité, d'abord à travers les ferries, et puis ensuite par le tunnel, d'essayer de passer, d'assurer son passage vers l'Angleterre. Or, en septembre, est-ce que c'était? Oui, c'était en septembre 2009, Éric Besson, qui était le ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Sarkozy, hein, qui avait été élu à ce moment-là, qui était président de la République, ces jungles ont été évacuées d'une part et entièrement détruites. Et il n'est pas du tout indifférent de mentionner hein, que le ministère qui était assumé par Éric Besson s'intitulait le ministère de la migration et de l'identité nationale. Hein. Et ça montre bien cette articulation entre, d'une part, le rejet des migrants et puis cette question identitaire de la reconnaissance d'une identité comme d'une identité qualifiée d'identité nationale. Cette dénomination, la dénomination du ministère est tout à fait significative des raisons pour lesquelles migrants et migrantes sont en général rejetés et l'objet des nombreuses discriminations que nous connaissons.
Quoi qu'il en soit, donc, après la destruction des jungles, une partie de ces personnes exilées et exilées, en situation évidemment d'extrême précarité, ont reflué sur Paris, hein, surtout dans le nord-est de Paris. On y reviendra. Mais l'histoire avec Calais, si j'ai le temps, n'est pas finie. En effet, un certain nombre de migrants sont quand même restés à Calais ou revenus à Calais. Et le gouvernement lui-même, en 2015, c'était pendant l'hiver 2015, a ouvert un centre de jour pour 400 personnes. Et autour de ce centre de jour, un nouveau campement qui accueillait plusieurs milliers de migrants s'est formé. Mais en même temps, des barrières et des barrières importantes et toujours plus importantes ont été dressées autour du port pour barrer l'accès, mais non seulement autour du port, également dans les parkings où les camions stationnent en attendant de passer le tunnel vers l'Angleterre. Donc, un accueil extrêmement précaire et provisoire d'une part, mais aussi une interdiction physique pour passer en Angleterre. J'ouvre une parenthèse ici en précisant que à Calais, on assiste au fait à une de ces une de ces opérations, disons, d'externalisation de la frontière qui sont fréquentes de la part de l'Union européenne, qui a externalisé sa frontière en Turquie, naturellement en Libye, mais aussi en partie au Maroc, etc., etc. C'est encore un autre problème. Mais ici, il s'agit bien d'une externalisation de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, dont la France s'est faite la complice. Et dernièrement encore, le ministre de l'Intérieur en Angleterre a accordé au gouvernement français plusieurs, je ne me rappelle plus exactement quel est le montant, mais en tout cas 15 ou 20 millions d'euros pour encore renforcer ce dispositif répressif à Calais et dans le Calaisis. Quoi qu'il en soit, autour de ce centre si j'ai le temps encore, Bien sûr. C'est possible ou bien de prolonger encore sur l'histoire de Calais parce qu'elle est vraiment tout à fait significative. Hein. On est d'accord. C'était en 16, je crois, ou c'est quelques mois plus tard, après la création du centre de jour, c'est Manuel Valls, qui était ministre donc, dans le gouvernement Hollande. Hein. Sarkozy avait laissé la place et a fait construire un camp de conteneurs, d'ailleurs qui s'élevait sur des terrains pollués par une entreprise chimique et de manière tout à fait significative, ce camp de conteneurs était inaccessible aux associatifs. Et beaucoup de migrants et de migrantes hésitaient à y accéder parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il y avait là un contrôle du gouvernement. Quoi qu'il en soit, tout autour de ce camp de conteneurs, un nouveau campement urbanisé s'est en fait reformé avec une église, une école, évidemment des matériaux improvisés. Il y avait même une ou deux places, je l'ai parcouru à une ou deux reprises, une petite bibliothèque, quelques bars. Et ce campement, à son tour, a été évacué en mars 2016. Il fournissait un abri à 6 000, 7 000 personnes qui ont été pour la plupart envoyés dans ces centres, dans les CAO, centres d'accueil et d'orientation, qui sont en fait des centres de tri. Une partie d'entre eux a pu déposer
une demande d'asile et les autres ont été simplement congédiés et on les a retrouvés pour la plupart dans les rues de Paris, avec un second reflux dans les rues du nord-est de Paris. Et depuis, les migrants et les migrantes qui continuent à affluer vers Calais sont constamment harcelés par la police. La distribution alimentaire à l'intérieur de la ville, dans la ville de Calais, dans le pourtour de la ville de Calais, a été interdite. Il y avait quelques squats aussi à Calais qui ont été évacués. Donc, même ces possibilités d'urbanité provisoire, d'urbanité précaire, leur sont désormais interdites. Voilà ce qu'il en est pour la zone de Calais. Il faudrait ajouter, ce serait quand même la plus bref, je la connais moins aussi, Vintimille, hein, à la frontière entre l'Italie et la France, à l'est de Nice, où les réfugiés sont régulièrement interceptés, notamment dans les trains qui devraient les conduire à Nice et au-delà de Nice vers Marseille et vers d'autres lieux en France, mais très souvent ils sont refoulés à la frontière même, et ils sont refoulés à la frontière même dans la mesure où on invoque les accords de Dublin 3, qui précisent que la demande d'asile doit être déposée dans le premier pays d'accueil. Et en général, évidemment, ces personnes migrantes qui souvent ont fait la traversée, enfin, qui ont survécu, disons, à la traversée périlleuse de la Méditerranée depuis la Libye, ont été naturellement enregistrées à leur arrivée en Sicile ou en Italie méridionale, et au nom de ces accords de Dublin 3, on leur interdit l'accès, ou l'entrée en France. Là, j'ouvre aussi une parenthèse. Il faut aussi rappeler que les accords de Dublin 3 comportent un article 17 qui concerne la souveraineté des États et qui autorise un État à prendre en considération une demande d'asile d'un exilé ou d'une exilée qui aurait été enregistrée en Italie, en Grèce, enfin dans le pays où elle est, dans son pays dans le pays d'arrivée, disons. Et alors, les migrants et les migrantes ont donc trouvé moyen pour éviter Vintimille de passer par la vallée de la Roya. Et c'est là qu'en particulier, mais il n'est pas le seul, Cédric Héroux a organisé tout un dispositif d'accueil des exilés et des exilés pour leur permettre ensuite de poursuivre leur voyage le long, en général à pied, le long des Alpes-Maritimes pour aboutir, c'est la route la route la plus souvent suivie, par le col de l'Échelle, ce qui provoque de grandes difficultés en hiver parce qu'il est évident que ce col est couvert de neige, et pour aboutir à Briançon. Et pourquoi à Briançon? C'est que à Briançon, il trouve là un refuge qui est toléré, qui jusqu'ici a été toléré par la mairie, et qui est naturellement qui est organisé, disons, par une série d'associations d'associations de soutien. Et nous avons eu très peur, oui, c'était en automne dernier, parce que le nouveau maire de Briançon, qui appartient au parti qui s'appelle les Républicains, a tenté de faire
fermer ce refuge solidaire en raison du nombre de protestations, etc. Finalement, il y a, mais apparemment seulement provisoirement, il y a provisoirement renoncé. Et puis finalement, Paris, donc, je vous l'ai dit, en particulier depuis 2009, après la destruction, la première destruction, disons, des jungles par l'action de Éric Besson, le ministre de l'identité, enfin, la migration et de l'identité nationale, régulièrement des campements naturellement précaires sont installés et sont l'objet d'évacuations et de destructions successives, hein, avec une vague de destruction, notamment en 2016, où ont été évacués mois après mois. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, il y avait le camp des jardins de Déol, les campements à la station de métro Jean Jaurès, et puis naturellement le long campement, le campement très important qui s'était installé sous le métro aérien, sous la ligne de métro aérien, près de la station de Stalingrad, avec des évacuations qui n'ont pas été des évacuations violentes. En revanche, les tentatives de retour des exilés sur ces emplacements-là ont été très sévèrement réprimées. Et puis, ce qu'il faudrait aussi mentionner du côté de Paris, parce que ça a aussi fait l'objet finalement d'évacuations importantes, c'est évidemment l'ouverture, c'était en automne. Ah oui, c'était en automne 2016. C'était à la suite de cette vague d'évacuation, l'ouverture par les soins de la mairie de Paris d'un centre qui s'appelait le centre de premier accueil. La bulle, parce qu'il était dans une de ces grandes tentes qui avait la forme d'une bulle. Il était d'ailleurs géré, relativement bien géré, par Emmaüs. Mais malheureusement, 2 ans après, un peu moins de 2 ans après, le gouvernement a exigé la fermeture de ce centre, et là aussi, les différents campements qui s'étaient formés autour du centre, pour ceux qui n'y avaient pas forcément accès, ont été évacués. Port de la Chapelle, ensuite Port de la Villette également. Il y a eu aussi des campements le long du canal Saint-Denis, évacuation après quelques mois aussi. Et à l'occasion de ces évacuations, ce que nous avons pu obtenir, quand je dis nous, ce sont différentes associations de soutien aux migrants et aux migrantes, et également aux sans-papiers. Ce que nous avons pu obtenir de la mairie, c'est l'ouverture temporaire l'ouverture temporaire d'un ou de 2 gymnases. Mais ce sont évidemment des solutions entièrement temporaires, et dans les rues de Paris aussi, dans les rues de Paris encore maintenant, surtout dans le nord-est, du côté de la porte de la Villette, porte de la Chapelle, et également de nouveau du côté du canal Saint-Denis. On trouve passablement de migrants qui sont dans une situation évidemment d'autant plus difficile en raison des mesures de confinement ou de semi-confinement que l'épidémie nous impose. Merci beaucoup, Claude Callin, pour cette réponse et pour nous avoir donné une idée de ces 3 frontières. C'est intéressant de voir comme l'eau, enfin, notamment l'eau, ça représente une frontière. Le canal Saint-Denis, comme vous l'avez. Il y a eu aussi le canal Saint-Martin, que je ne vais pas mentionner. Ouais, Hein, ouais. Le canal Saint-Martin aussi. 2017-2018. Non, un peu avant, 2016-2017. Enfin, ah oui. Non, oui, je me rappelle, notamment j'étais à Stalingrad à ce moment que je vous disais, donc ouais, je me oui, rappelle tout à fait. bien. Oui, c'était d'ailleurs lié, il y a eu une espèce de mouvement depuis le canal Saint-Martin du côté de Stalingrad. Oui. Exactement.
et aussi de nous avoir rappelé de la situation à Vintimille, qui reste une frontière assez utilisée, où il y a des processus de refoulement, notamment. Et moi, je vous parle d'Hendaye, où il commence à y avoir de plus en plus des refoulements à la frontière entre Irun et Ici. Hendaye, donc entre Ouais. l'Espagne et la France, à cause du Covid aussi, bien entendu, mais il y a en effet les deux États ont décidé que normalement, dans les 3 heures après que un migrant, un demandeur d'asile ou un exilé a franchi la frontière, il ou elle peut être ramené de nouveau en Espagne. Donc voilà. Et je tiens aussi à rappeler, quand on parlait de Calais, de tout le travail qui a été fait dans ces années-là par Étienne Tassin notamment, qui dénonçait aussi les violences policières et étatiques, notamment de nos frontières. C'est du coup, qui peut-on dire sur les violences policières qui se répètent régulièrement, notamment en France, à l'endroit des personnes en situation d'exil? Voilà, merci. Très bien. Oui, alors là, j'aimerais simplement prendre un exemple. C'est un exemple tout à fait récent. C'était au mois de novembre, à la mi-novembre. C'est un campement de migrants et de migrantes qui se trouvait à Saint-Denis et qui a été évacué et sans possibilité, sans qu'on offre aux personnes concernées une autre possibilité de refuge, ne serait-ce que dans un refuge provisoire, dans un gymnase. Et les personnes étaient à peu près 400, avec aussi quelques femmes, des enfants, et ils se sont installés place de la République. Et oui, c'était le 23 novembre, c'était un lundi, donc 23 novembre de l'année passée, il y a 2 mois, ils ont tenté de s'installer sur la place de la République, et avant même l'installation, avant même l'achèvement de l'installation, ils ont été violemment, mais vraiment très violemment, dispersés par la police, et ceci sur ordre de la préfecture, comme d'habitude d'ailleurs, et sous les yeux des membres des associations de soutien qui tentaient de favoriser, qui tentaient de manière pratique aussi de les installer sur la place de la République. Et là, les forces de police sont intervenues avec des gaz lacrymogènes, avec des lanceurs de balles, des lanceurs de balles de défausse, ces balles en caoutchouc, et même, si je me rappelle bien, oui, avec des grenades de désencerclement. Alors, ça a évidemment provoqué une grande manifestation le lendemain sur la place de la République, une manifestation qui a été à son tour réprimée, et réprimée aussi de manière violente. Et Anne Hidalgo a écrit à cette occasion, c'était le 24 novembre, la lettre, si je me rappelle bien, 24 novembre dernier, donc il y a 2 mois, au préfet, en rappelant au préfet que selon un protocole, c'est un protocole de 2015, je pourrais comment dire, en donner les circonstances, le cas échéant, que toute évacuation doit être soumise à ce qu'on appelle un diagnostic social. Diagnostic social préalable, mais aussi doit être assorti d'une mise à l'abri, en tout cas d'une mise à l'abri des personnes vulnérables, et non pas à une simple expulsion, à une expulsion violente. Donc, cet événement et cette évacuation est tout à fait caractéristique des tensions entre la préfecture, en l'occurrence la préfecture de Paris, et puis la mairie de Paris, qui est
plutôt favorable non pas à l'installation des réfugiés, mais à trouver des solutions pour les migrants, les réfugiés, enfin ceux que je préfère appeler d'un terme peut-être moins marqué, les exilés. Et si, j'ai peut-être juste le temps de préciser, si je préfère le concept ou la notion, disons, d'exilé à celle de réfugiés et surtout à celle de migrants, c'est que ces deux dénominations, migrants et enfin, réfugiés et migrants, est devenu le critère discriminatoire de distinction dans les centres de premier accueil dans des pays tels que dans les pays tels que la Grèce ou l'Italie. Et ceux qui, en fait, il ne s'agit pas de réfugiés, mais celles et ceux qui sont classés dans la catégorie des réfugiés ont le droit à déposer une demande d'asile, alors que les autres, qui sont dans la catégorie des migrants, sont tout simplement passibles d'une expulsion, voire même d'une expulsion immédiate. On souhaitait aussi aborder avec vous l'impact de la pandémie Covid-19 sur les personnes qui sont en situation d'exil, notamment, et on en a parlé un petit peu avant, sur leurs droits économiques et sociaux en matière d'accès au logement, d'hygiène, de nourriture, de santé. Donc, quels ont été les impacts, particulièrement en France, mais aussi quelles sont les mobilisations citoyennes qui se sont mises en place afin de répondre aux impacts de la pandémie Covid-19 sur des populations qui étaient, et on le sait, déjà fortement vulnérabilisées. Oui, la situation là est vraiment difficile. Donc, en ce qui concerne Paris, l'appui apporté aux exilés et aux exilés dépend de nombreuses, même de très nombreuses associations de soutien. Hein. Je mentionnerai ici naturellement Emmaüs, la CIMAD, les Médecins du Monde, hein, à la fois Médecins sans frontières aussi dans une certaine mesure, mais Médecins du Monde qui font un travail absolument remarquable, et puis des collectifs dans les quartiers les plus, disons, les plus touchés, hein, dans le 18e, 19e, voire, enfin, surtout 18e et 20e, comme le collectif Wilson, et puis une association avec laquelle je me trouve collaborer de temps en temps, qui est Utopia 56, qui intervient d'une part du point de vue du logement, avec tout un réseau de personnes qui sont d'accord ne serait-ce que pour quelques jours d'abriter des migrantes et des migrants qui sont réduits à la rue, d'une part, qui prennent aussi en charge des MNA, et surtout des MNA qui n'ont pas été reconnus en tant que MNA par un bureau qui était d'ailleurs un bureau administré géré par la par la Croix-Rouge, et puis qui, bon, il a désormais dû être évacué, enfin, gèrent eux-mêmes un campement dans le 20e. Et puis il faut compter naturellement avec la Ligue des droits de l'homme à laquelle j'appartiens moi-même par l'intermédiaire du collectif dont on a parlé tout à l'heure. Et en quelque sorte, ces différentes associations de bénévoles, quel que soit leur statut, quel que soit leur mode d'intervention aussi, font le travail de l'État. Et il est évident que dans la situation
qui est la nôtre, dans la situation sanitaire créée par l'épidémie de Covid-19, il court des risques, accrus et des risques, simplement des risques sanitaires hein, accrus, et pas simplement de personnes vulnérables ont dû renoncer à leur collaboration, au soutien pratique apporté aux migrantes et aux migrants, aux exilés et aux exilés, surtout dans le nord-est de Paris. Et dans cette mesure, c'était, quand est-ce que c'était? Ah oui, c'était le 30 novembre. Le 30 novembre dernier, il y a 34 associations d'aide, de soutien euh, aux, aux, pardon, 34 associations de soutien aux exilés et aux exilés qui ont organisé une saisine. Et une saisine de la défenseur, hein, puisque c'est Claire, comment est-ce que ça s'appelle? C'est Claire Hédon, Claire Médon qui a succédé à Jacques Toubon comme défenseur des droits de l'homme, décrivant la situation et la situation d'autant plus précaire, la situation créée ou accentuée plutôt par l'épidémie de Covid-19, des personnes exilées à la fois à Paris, mais aussi naturellement en Île-de-France. Et c'est dire donc que la situation est extrêmement tendue, plus tendue que jamais, et les difficultés, les interventions de la part des associations de soutien sont devenues elles-mêmes aussi beaucoup plus difficiles. Merci beaucoup, Claude. Et notre dernière question, c'est par rapport à un livre que vient de paraître, que vous avez coordonné. Il s'agit de, je vais le montrer aussi, Migration forcée, discrimination et exclusion, les enjeux des politiques néocoloniales. Il tient aussi à dire que parmi les contributions, il y a Étienne Balibar, donc le cofondateur d'Agora Europe, bien entendu Claude Calam, mais aussi Marie-Christine Verjat qui nous accompagnait par un événement avec Étienne et avec Calypso Nicolaïdis aussi à la Maison de l'Europe à Paris, et enfin Catherine Vitol des Vanden, donc il s'agit tous de membres de Agora Europe. Et du coup, la question, c'est oui, de nous expliquer en quelques mots ces enjeux. Merci. Oui, volontiers. En fait, ce livre a pour base, disons, et pour point de départ, un dossier que nous avions publié dans la revue du Conseil scientifique d'attaque qui s'appelle Les possibles. Et la question que nous étions nous étions posés dans les possibles, c'est celle de savoir, mais pourquoi les discriminations, pourquoi les exclusions de manière générale dont sont victimes les exilés et les exilés, en étant tout à fait conscients qu'ils sont les victimes d'une politique et d'une politique délibérée de l'Union européenne qui est conduite de différentes manières, mais avec les mêmes objectifs dans les différents pays de l'Union européenne, sur la base d'abord des accords de Schengen, et puis ensuite sur la base des accords de Dublin III, dont on a parlé tout à l'heure. Et la question que nous sommes posées, c'est celle de savoir, mais pourquoi ces migrations sous l'effet de la contrainte, des migrations dont les actrices et les acteurs migrent au péril de leur vie. Et
nous, nous en avons conclu de manière tout à fait générale que les personnes contraintes à l'exil, ces personnes qui, d'une autre manière ou d'une autre, tentent de chercher refuge dans l'Union européenne, sont les victimes des inégalités que j'ai mentionnées tout au début de notre entretien, les inégalités entraînées par le grand mouvement de la mondialisation néocoloniale, cette mondialisation économique et financière engagée dès la fin des années 80, non, dès le début des années 80, qui a un caractère, à mes yeux, très nettement néocolonial, avec ce développement économique fondé sur la croissance, mais une croissance mesurée uniquement en termes financiers, où prévaut la règle du profit, qui est évidemment la règle qui fonde le capitalisme, c'est-à-dire un développement qui est fondé sur le productivisme, sur l'extractivisme, pardon, sur la concurrence, sur la compétitivité, avec exploitation de l'environnement d'un côté et exploitation du travail humain, avec cette domination de manière très générale des pays du Nord sur les pays du Sud, avec pour effet dans les pays du Sud la destruction de l'agriculture vivrière, une urbanisation sauvage, la multiplication des bidonvilles, les nombreuses pollutions entraînées notamment par l'exploitation des ressources, ces ressources dites ressources naturelles, avec les effets aussi du changement climatique, dont il faut tenir compte désormais. C'est un facteur important aussi dans les migrations contraintes auxquelles nous assistons. Il faut tenir compte aussi de la destruction des services publics, notamment dans le domaine de la formation, mais aussi dans celui de la santé. Donc, un mouvement d'exil, un mouvement de migration, en fait, pour assurer tout simplement sa survie personnelle, et non seulement sa survie personnelle, mais souvent la survie d'une famille tout entière. Si bien qu'on on est confronté là à un défi qui est un défi humanitaire d'un côté, qui est un défi économique, mais qui est naturellement aussi un défi d'ordre politique. Et alors, le but de ou des différentes contributions de ce collectif, c'était de réfléchir à cette situation, de réfléchir au mouvement migratoire qu'elle a provoqué, à réfléchir sur les causes de ces mouvements migratoires et surtout à réfléchir sur les formes d'accueil, je n'ose même pas parler d'accueil, plutôt sur les formes de rejet, que provoquent ces mouvements de migration contrainte dans les différents pays de l'Union européenne et évidemment singulièrement en France. Merci beaucoup, merci Claude Calam. Pour les prochains épisodes, on aura Pietro Bartolo et Pier Francesco Maiorino, qui sont membres du Parlement européen, qui vont nous parler du nouveau pacte sur l'immigration et notamment de la situation à Lampedusa et aussi en Bosnie. Je tiens vraiment à vous remercier vivement et on se parlera bientôt. Très bien, volontiers. Et merci bien. Merci pour votre intérêt. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.